Bonjour à tous, quel est le sens de la candidature d'Hubert Kiaba dans la 3e circonscription? Qu'a-t-il à proposer aux électeurs? Quel regard porte-t-il sur le bilan du sortant? Hubert Kiaba, candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription, est notre invité aujourd'hui dans Franc-Parler. Hubert Kiaba, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La politique en Guadeloupe, désormais, implique-t-elle d'être candidat à toutes les élections? La politique n'implique pas d'être candidat à toutes les élections. Contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas déserter lorsqu'on décide de ne pas s'engager en politique, parce que je ne suis pas véritablement engagé en politique, mais je travaille depuis tantôt pour les Guadeloupéens. J'essaie effectivement de faire avancer cette société. Et aujourd'hui, il était important d'aller plus loin, il était important de pouvoir faire encore davantage parce que nous constatons qu'il y a de l'absence, qu'il y a effectivement de l'absence de certains élus et qu'il y a aussi de la défaillance par rapport au monde politique. Donc, j'ai eu envie d'aller plus loin. Très bien. Oui, c'est un petit peu le sens du vent en ce moment. Tout le monde a envie d'être candidat. En témoigne le nombre d'engagés pour ces élections. Ah, tout à fait, ça peut se comprendre, mais c'est déjà un premier regret dans la mesure où s'il y en a autant effectivement de candidats, c'est qu'il y a effectivement un manque. Lorsqu'on constate ce qui se passe en Guadeloupe, lorsqu'on constate véritablement les faits qui sont reprochés, qui sont reportés par rapport à ceux et celles qui sont engagés, on a l'impression que c'est un peu la course au selfie à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, de venir dire qu'on redemande à nouveau, qu'on a envie d'aller à nouveau, c'est vrai que ça donne envie à tout un chacun qui a envie véritablement de s'investir en Guadeloupe, de faire quelque chose pour son pays. Je pense que ça fait tourner la démocratie et que c'est très important quand même qu'on ait envie de changer ce pays-là. Oui, vous êtes donc pour une respiration démocratique, ouais. Pas simplement pour une respiration démocratique, on a envie de faire avancer la Guadeloupe. Lorsqu'on regarde les dossiers, les grands dossiers en Guadeloupe, lorsqu'on regarde la réaction, lorsqu'on regarde comment certains réagissent, comment certains apportent des pseudo-solutions, on a envie de faire plus, d'autant plus lorsqu'on dans le monde, qu'on est effectivement dans le peuple, qu'on est effectivement ancré, qu'on a l'habitude de voir la souffrance, qu'on a l'habitude de voir le désarroi de tout chacun, on a envie de ne pas rester là et de poursuivre effectivement ce combat qu'on mène depuis tantôt. Qu'est-ce qui motive votre candidature, Hubert Kiaba? La souffrance, la situation de la Guadeloupe. Lorsque je vois que les soignants, ou qu'on disait tantôt que oui, mais ce sont effectivement des héros qui sont là et qu'on est en train de se jeter la balle et qu'on a envie effectivement de dire qu'il faut faire quelque chose. On a envie effectivement d'aller plus loin parce que moi, j'ai toujours été aux côtés de ceux et celles qui sont victimes d'injustice, qui sont en grande situation de souffrance. Aujourd'hui, je dis que la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau du CHU, par exemple, on dit que c'est inadmissible. On ne peut pas admettre cela. On ne peut pas comprendre qu'il y ait effectivement un conseil d'administration, et je l'ai dit publiquement, je l'ai dit très fort, qu'il y a un conseil d'administration avec un président du conseil d'administration du CHU et qui ne prend pas, qui n'arrive pas à prendre des responsabilités. Aujourd'hui, on dit que lorsqu'un soignant vient travailler, il y a un contrat qui est signé avec le président du conseil d'administration, fût-il effectivement sous la tutelle du gouvernement. Mais je dis qu'à partir du moment que cet employé-là n'a pas fait une faute professionnelle, eh bien, on ne peut pas le laisser à la porte du CHU. Je dis que ça, c'est un viol démocratique. De qui souhaitez-vous être la voix dans ce scrutin législatif, mis à part les soignants suspendus? La voix du peuple. La voix, effectivement, de ces milliers de personnes qui, aujourd'hui, nous entendons dire, par exemple, que pour la retraite minimale, que M. Macron est en train de mettre cette retraite-là à 1 100 €. Je dis qu'aujourd'hui, cette retraite-là doit être à 976 €. Je dis que j'ai fait effectivement des analyses au niveau de la circonscription, mais au niveau de la Guadeloupe, on trouve des centaines et des centaines de personnes qui touchent même pas 60 € véritablement pour leur retraite. Et aujourd'hui, on entend qu'on veut aller plus loin en France hexagonale. Je dis que je veux véritablement porter la voix, porter effectivement l'envie de ces personnes-là, eh bien, faire en sorte à ce que, oui, c'est vrai que le député est là pour voter des lois, mais le député est là aussi pour contrôler ce qui se fait. Et ce contrôle-là, j'ai envie de le faire. Des pensions de retraite à 60 €, vous maintenez ça? Tout à fait. Il y a des gens, M. Fandéré, qui touchent 69 €, 64 € et même moins en Guadeloupe. Et nous avons bien plus. Évidemment, on n'a pas les moyens de vérifier là tout de suite. Mais on peut vérifier. Il suffit, par exemple, il suffit d'interroger avant de venir. Je l'ai fait. Je me suis rendu compte au centre d'action sociale, par exemple, de Sainte-Rose, mais aux différents centres sociaux, on trouve véritablement des personnes qui touchent 60 € pour leur retraite. On trouve ceux qui sont. Je pense qu'en moyenne, j'ai effectivement essayé de calculer dans ma circonscription, on est à peu près à 660 € de moyenne. Cela veut dire qu'il y a des gens, certes, qui touchent 900 €, mais il y en a ceux aussi qui touchent 60 €, qui touchent 200 €, et il y en a énormément de ces personnes-là.
Vous êtes donc candidat dans la 3e circonscription avec une belle bataille en perspective, vu le casting qui nous est offert. La singularité du Berkiaba, sur quoi reposera-t-elle? Sur le démantèlement de ce qui se passe en politique en ce moment en Guadeloupe. Je dis qu'il n'est pas normal. Véritablement, comme vous avez dit, je ne suis pas venu parce que j'ai un petit coup à faire ou alors parce que j'ai envie véritablement de venir, comme vous disiez tout à l'heure, le vent souffle de là, mais j'ai simplement envie de changer les choses, comme je l'ai fait en 2020. Comme j'ai décidé véritablement d'être aux côtés, par exemple, du maire actuellement de Sainte-Rose, qui avait envie de changer les choses. Avec un ensemble de personnes à Sainte-Rose, nous avons décidé de ne pas être aux élections départementales pour véritablement ne pas proposer cette image-là à la population. Ne pas être 25, ne pas être 20. Je trouve que c'est un peu, je ne dirais pas un déshonneur, mais en fin de compte, ça affaiblit lorsqu'on est au niveau communal. Voilà-t-il qu'on s'est mis autour de cette personne-là, on s'est mis autour de notre maire Adrien Baron, on a fait en sorte à ce qu'il soit conseiller départemental et aujourd'hui, nous trouvons que l'exécutif départemental, qui a certes surfé sur la vague, mais qui est en train de détruire un travail véritablement de réunification qui s'est fait à Sainte-Rose, d'avancer, et qui a décidé de dire vaille que vaille qu'il faut effectivement qu'on abatte Kiaba parce que le maire ne doit pas porter son soutien à Kiaba. Aujourd'hui, je dis que ce politique-là, je pense que la population en a marre de la politique du copain-coquin en Guadeloupe. Et c'est ce que j'ai envie de changer. J'ai envie de changer cette pratique-là de 2 ou 3 personnes en Guadeloupe qui ont tout envie de faire. Je regarde par exemple, lorsqu'une municipalité porte un projet, ne serait-ce que, je prends l'exemple de Près-Noir, porter le projet parce que de l'école de Baillargent, le conseil départemental décide que si j'ai pas effectivement le pouvoir, si j'ai pas la gestion de ce projet-là, la maîtrise d'ouvrage, pardon, j'ai pas la maîtrise d'ouvrage, donc je verse pas un centime. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil général a exigé que l'ensemble des projets où ils doivent participer, ils doivent avoir la maîtrise d'ouvrage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont la maîtrise d'ouvrage, comme il faut effectivement avoir la maîtrise d'ouvrage pour mettre un peu de goudron à Sainte-Rose, eh bien, on demande véritablement que les élus suivent les exécutifs qu'ils sont. Je dis que ce n'est pas normal. C'est du chantage démocratique, c'est du chantage politique. Il est temps qu'on arrête avec effectivement cette politique partisane en Guadeloupe. Vous avez entendu sur notre antenne et ailleurs le sortant Max Mathiasin défendre son bilan, revendiquer aussi durant la mandature écoulée des positions contraires à la politique du gouvernement. Quelle est votre lecture du bilan du sortant? Alors j'ai surtout entendu Max Mathiasin mentir aux yeux effectivement des Guadeloupéens. J'ai surtout entendu Max Mathiasin, et je dis que pour un député, on doit quand même avoir un peu de répartie, dire qu'il n'est pas effectivement du MODEM. Le MODEM, c'est qui? Le MODEM, effectivement, c'est le parti qui a décidé de soutenir dès le début, effectivement, la politique de Macron au niveau hexagonal, mais au niveau de la France. Et de le dire aujourd'hui parce qu'on sent effectivement que le courant est en train de changer, on sent que la population véritablement est en train de dire véritablement sa souffrance, eh bien M. Mathiasin a dit clairement dans une émission du 12 mai que moi je ne suis pas effectivement du MODEM. Aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte de qui c'est qui est véritablement Max Mathiasin, quelqu'un qui parle bien, c'est vraiment un ami, donc je le connais assez bien. Mais lorsqu'on voit que M. Max Mathiasin, il a effectivement un suppléant depuis 2017, et que ce suppléant-là n'a même pas eu une seule fois l'autorisation ou alors le loisir de pouvoir participer à une séance de l'Assemblée nationale aux côtés de M. Max Mathiasin, on dit que si on n'est pas capable véritablement de maintenir une personne qui a fait de vous ce que vous êtes, on ne peut pas effectivement aimer la Guadeloupe, on ne peut pas effectivement porter des projets, et on vient à la veille des élections dire qu'il faut y aller. Donc aujourd'hui, je dis que j'ai surtout entendu cela de M. Mathiasin. J'ai surtout entendu M. Mathiasin lors de la crise sanitaire dire que oui, mais j'ai réussi avec la course au selfie à l'Assemblée nationale, montrer et démontrer que oui, enfin, j'ai décidé de voter pour le pass vaccinal. Et ils vont être, ce pass-là va être reporté dans 6 ans, dans 3 ans, dans 1 an. Et aujourd'hui, nous avons eu des réponses qui ont été faites. Et le pass vaccinal a été appliqué, même en prémisse effectivement de ce qui s'est passé à la Martinique et en Guyane. Et je n'ai pas entendu M. Mathiasin. Aujourd'hui, nous disons que nous avons marre effectivement de cette politique-là, où on a l'impression qu'on prend le peuple pour moins que rien, où on a l'impression qu'on a envie de tromper à pertinence effectivement cette population, le peuple. Je suis un peu remonté par la situation où nous vivons. Je suis en train d'être remonté. Je suis remonté par ce qui se passe en Guadeloupe en ce moment.
Se poser en anti-Macron aujourd'hui, c'est visiblement tendance. Vous ne dérogez pas à la règle. Je ne me pose pas en anti-Macron, je me pose en fin de compte comment dire, en gardien de la Guadeloupe. Je dis que lorsqu'on entend M. Macron avec ses élus, notamment M. Mathias, dire que nous sommes contents, nous avons effectivement enlevé la taxe d'habitation. Mais lorsqu'on regarde, on se rend compte que, ne serait-ce que sur cela, et je vais prendre un seul exemple, la taxe d'habitation. Lorsqu'on regarde véritablement, on a deux taxes en Guadeloupe et aussi en France, la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe foncière est réservée pour les personnes qui possèdent un foncier, qui sont propriétaires. Et la taxe d'habitation pour les personnes qui habitent ou alors qui sont dans une maison. Aujourd'hui, lorsqu'on vient nous dire qu'on enlève la taxe d'habitation, mais on garde la taxe foncière sur le bâti. Le bâti et l'habitation, c'est pareil. Lorsqu'on a un bâti, on a aussi une habitation. Et par conséquent, si on enlève la taxe d'habitation, il faut enlever aussi la taxe sur le bâti. Parce que la taxe sur le bâti est payée pas simplement par la personne qui est propriétaire du foncier, mais c'est aussi payé par la personne qui occupe une maison, qui possède une maison. Donc, quelque part, cette loi-là qui vise, soi-disant, à alléger les fortes monnaies, eh bien, n'a que l'effet contraire. Et je dis qu'il est temps, effectivement, de dire non. Sur quel dossier le candidat Hubert Kiaba souhaite convaincre le plus les électeurs et se démarquer des autres candidats? Je me démarque par déjà ce que je fais en permanence. Depuis plus de 15 ans, je suis avec un certain nombre de mes amis, ceux et celles qui y croient, aux côtés des gens qui rencontraient des problèmes sur le plan foncier. Aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on protège le foncier agricole, qu'il est important véritablement qu'on ne laisse pas tout et qu'on dise que oui, mais on est en train, comme ce qui se passe à Marie-Galante, de vendre le foncier. Je pense qu'il est important maintenant qu'on protège notre foncier déjà agricole. Comment on peut faire ça? Eh bien oui, on impose à ce que ceux qui vont acheter du foncier en Guadeloupe, eh bien qu'ils soient là véritablement depuis un certain nombre de temps sur le territoire, à l'instar de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, à l'instar de ce qui se fait en Corse. Aujourd'hui, je dis qu'il faut effectivement protéger notre foncier. Je dis véritablement qu'il faut qu'on pense à ce que les lois qui sont votées, mais qu'on arrive véritablement à ce contrôle. J'ai beaucoup entendu parler lors de la crise sanitaire que oui, chaque jour, c'était le préfet qui venait pour dire que oui, mais moi j'ai 5, j'ai 10, j'ai 15 effectivement morts. À aucun moment, nous avons entendu un député dire « Monsieur le préfet, je veux contrôler, je veux savoir la liste de ces personnes qui sont décédées ». Je dis que ce n'est pas normal. Et qu'il faut aussi qu'on arrête avec la démagogie. Lorsque nous regardons la candidature dans la 3e circonscription de M. Ferdi Luizy, là, lorsque vous parlez effectivement de personnes qui surfent sur la vague GILC ou alors qui essaient de surfer sur la vague, je dis moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, mais vous avez parlé effectivement de surfer sur la vague, donc j'ai bien compris que vous avez fait effectivement allusion au nombre de personnes de la 3e circonscription. Je pense qu'il faut venir, mais qu'il faut aussi avoir des choses à dire. Mais lorsque j'entends M. Luizy venir et dire qu'il va effectivement rapprocher l'îlet de Carette de Sainte-Rose, avec effectivement, je ne dirais pas la complicité, parce que je sens que le maire de Sainte-Rose n'était pas content, il n'était pas satisfait à côté de M. Luizy, et que le maire de Sainte-Rose est à côté de M. Luizy à dire ça. Je dis que non, il faut qu'on arrête de tromper le peuple. Il faut qu'on arrête parce que M. Luizy avait la possibilité de le faire. Il était président de la totalité des parcs nationaux de France. Monsieur Luizy avait effectivement en gestion pratiquement 3 fois le territoire de la Guadeloupe en parc national. Jamais il n'est venu à Carette. Jamais il n'a pris le bateau sur le port. Aujourd'hui, il vient le dire. Alors moi, M. Fandiri, je le dis solennellement, j'ai envie de proposer, vous avez effectivement fait allusion tout à l'heure au nombre de personnes. Moi, j'ai envie de dire à M. Luizy, si vous, comme vous l'avez dit, parce qu'il a aussi dit que moi, je vais embaucher 20 soignants suspendus à la ville de Goyave. Si M. Luizy, je le mets en défi de faire un contrat pour ces personnes-là, et je le mets au défi de démissionner de son poste de maire, de démissionner de son poste de vice-président au conseil départemental, de démissionner avant l'élection de son poste de vice-président à la communauté d'agglomération, j'enlève ma candidature de cette élection. C'est pour véritablement mettre le doigt et montrer que nous avons envie de faire cette politique autrement. Nous avons véritablement envie de respecter la population. Et je pense qu'il est temps effectivement de débusquer ces personnes qui viennent faire leurs affaires, chercher leur mandat, chercher du pouvoir. Et la Guadeloupe en a marre. Nous l'avons effectivement démontré lors des élections du 10 avril dernier, lors des élections présidentielles. La Guadeloupe a envie d'autre chose. Et le fait effectivement de voter Marine Le Pen, le 10, je suis sûr que ça a fait du mal à bien des Guadeloupéens. Moi, nous étions confrontés à ça.
Parce que la Guadeloupe, la population souffre tellement qu'on était effectivement capable de prendre un bon Marine Le Pen et d'essayer de faire mal à M. Macron. Et malheureusement, eh bien, ces gens-là ne comprennent pas. Ils continuent avec effectivement le politique salace et ils continuent véritablement à ne pas entendre la population. Oui. Lorsque vous voyez la position exprimée par le Rassemblement national par rapport à la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça fait mal à la Guadeloupe. On a envie de dire qu'on souffre. Mais ça montre véritablement toute la souffrance de la Guadeloupe qui a dû effectivement se plier à ça et voter Marine Le Pen. Et les gens ne l'ont pas compris. C'est comme si on est en pleine mer, et on est en train de couler et on vous lance, on vous tend une perche ou alors un bout de fer qui est tout rouge, qui brûle, mais vous le tenez quand même. C'est sûr que vous allez crier, c'est sûr que ça fait mal, mais vous avez envie de sauver votre peau. Et aujourd'hui, la population est en train effectivement de lancer des appels au secours. Et on a l'impression qu'on n'entend pas. Lorsque j'entends le député sortant dire qu'on m'a fait un standing ovation, que c'est la première fois, je dis qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas entendu effectivement la souffrance de la population. Et de parler du standing ovation alors que nous sommes dans une situation où les déchets ne sont pas ramassés, où l'eau effectivement ne peut être consommée, où le transport, la dilapidation de fonds publics. Et c'est dommage qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais j'aurais envie de parler pour ces élus-là et pour démontrer à la population comment effectivement les appels d'offres ils sont détournés, comment véritablement de l'argent public est détourné dans un silence cathédral effectivement de ces élus. Et il y a une chose encore que j'ai appris. Ils sont tous pareils. Et que lorsque nous disons que nous avons envie de changer la classe politique, de changer ces gens qui sont ensemble et qui se mettent ensemble pour tuer, pour détourner, pour couillonner le peuple, je dis que la population ne se trompe pas et que c'est la réalité. Et je pourrais effectivement le démontrer dans le transport, je pourrais effectivement le démontrer dans le déchet, je pourrais effectivement le démontrer pour l'eau. Malheureusement, les gens feignent de ne pas comprendre et c'est pour cette raison-là que j'espère que le 11 juin, que la Guadeloupe va souffler un autre vent et que les gens vont véritablement comprendre la souffrance de ceux et celles qui sont tout le temps dans la société, mais surtout la souffrance de la Guadeloupe et de ces jeunes qui s'en vont chaque jour par milliers. Merci à vous, Hubert Kiaba, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous pour votre fidélité à Franc-Parler sur Éclair TV. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale.